autour. Alors, on dit aujourd'hui la Libye, c'est une zone géostratégique, mais aussi une zone économique importante, d'où le rapprochement avec l'Orient, le rapprochement avec l'Occident et encore l'Afrique subsaharienne et puis australe. Donc c'est une zone à récupérer, la raison pour laquelle il y a eu cette guerre. Bon, si vous voulez, il y a deux aspects. Moi, je pense d'abord, si vous voulez, que Obama, Sarkozy et Cameron n'ont aucune vision géostratégique. Moi, je vous le dis tel que je le pense et je suis frappé de voir qu'il n'y a dans leur réflexion aucune profondeur. Ils ne réfléchissent pas. Ils font des coups, me semble-t-il, ça prima facie, ils font des coups dans le cadre d'une perspective électorale. Pour la France, c'est tout à fait clair. Le président de la République essaye de regagner sur le plan international la crédibilité qu'il a perdue sur le plan national. Donc on fait des coups. Ça, c'est l'inconvénient des régimes démocratiques. Parce que on fait des coups justement pour se trouver, pense-t-on, en bonne position lors des scrutins majeurs, et en particulier lors du scrutin majeur qu'est l'élection présidentielle. Mais par voie de conséquence, mais un coup, ça n'a jamais été une politique. Et un coup politique personnel ne correspond pas nécessairement aux intérêts supérieurs de l'État et de la nation. Et je pense que Sarkozy et Obama sont d'abord dans cette perspective. Bien. Avec, du côté américain, vous savez, cette volonté d'imposer partout un modèle démocratique, le modèle démocratique des États-Unis, si vous voulez, comme s'il y avait un standard démocratique, formatage, vous êtes tout rentré dans la boîte de l'ordinateur, on sortait, la démocratie c'est ça. Et que les peuples soient d'accord ou pas d'accord, que ce modèle ne corresponde ni à la culture, ni à la civilisation, ni à la conscience collective des peuples, on s'en moque, on leur impose si ce n'est par la force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois, et ce que je regrette, c'est que je constate que la politique française est à la remorque de la politique américaine. Quel est le problème des États-Unis? Les États-Unis sont un État en état de cessation de paiement. Si les États-Unis étaient une société, entre les mains d'un liquide devant le tribunal de commerce, ils seraient liquidés, sans pouvoir poursuivre leurs activités. Bien. Je vous donne un exemple, je vais vous donner deux exemples bien précis. Le montant des avoirs bloqués par les États-Unis, libyens bloqués par les États-Unis aux États-Unis, s'élève à 148 milliards de dollars. La dette à court terme des États-Unis à l'égard de la Libye est de 35 milliards de dollars, correspondant à des factures de pétrole livrées, non acquittées. Bien. C'est une machine, les États-Unis. Ils ont besoin d'alimenter leur industrie qui est déclinante. Leur premier créancier, c'est la Chine. Ils ont parfaitement compris qu'ils ne pouvaient pas rester tributaires d'un fournisseur, c'est-à-dire les pays du Golfe. Et parce que l'avantage avec les États-Unis, c'est qu'ils vous disent toujours ce qu'ils vont faire. Bien. Vous avez un rapport de National Security Council qui remonte aux années 2007, dans le 2006 ou 2007, je vois que vous le connaissez, 2006, en disant qu'à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain, 25% de leurs besoins devaient être fournis par le golfe de Guinée, l'Afrique australe. Bien. C'est pour ça qu'ils nous livrent une guerre. Ils sont tout à fait contents, les Américains, lorsqu'on a une politique qui est contraire à celle de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que ça signifie que l'influence de la France, à partir de ce moment-là, sera moindre en Afrique. Donc, ils ont une politique qui vise à porter atteinte à nos intérêts, non pas à nos intérêts économiques, mais à l'influence de la France. Vous savez, l'influence d'un pays ne se mesure pas à sa puissance économique. Il se manifeste, il y a d'autres caractères de la manifestation de cette influence. Vous avez la langue, vous avez la culture, vous avez l'éducation, vous avez tous ces liens qui ne sont pas des liens concrets et réels, mais qui ont été tissés au fil des années, au fil des siècles, pourrait-on dire. C'est ça qu'ils veulent rompre.
Ils veulent le rompre comment? Bien, déjà, concrètement, sur le terrain, regardez leurs ambassades, les ambassades qu'ils ont construites depuis 3 ans ou 4 ans, de Brazzaville à Dakar. Ils veulent donc, ils s'attaquent de plein fouet à notre zone d'influence francophone. Par voie de conséquence, vous savez, les États ne regardent que leurs intérêts. Lorsque les États francophones voient que la France n'est plus politique indépendante, que la France n'est pas capable de proposer des alternatives en face d'une crise internationale, mais qu'elle se contente purement et simplement d'être adossée à la politique américaine, vous portez atteinte aux intérêts de la France, parce que vous portez atteinte à l'influence réelle de la France. Vous savez, je crois, et ce qui me frappe, si vous voulez, dans cette affaire, lorsque la rébellion a éclaté en Libye, mi-février, oui, je n'ai pas de conseil à donner au président de la République, mais qu'est-ce qu'un homme sensé, et ça j'aurais fait? Qu'aurait fait un homme politique responsable? Il aurait d'abord commencé par interroger ses amis. Au lieu de téléphoner à Obama, de oui, Barack, Cameron, j'y suis, j'y vais, hein. Allez, je vous suis là, et je suis derrière, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais téléphoné, je me serais rapproché des autorités algériennes. Quel est votre sentiment? Quelle est votre analyse? Je me serais tourné vers le président du Niger. Quel est votre sentiment? Quelle est votre analyse? Président du Mali? Président du Sénégal? Ouad soutient aujourd'hui, demain il sera à Paris hein, pour assister à cette, bien sûr, conférence de presse, enfin conférence internationale pour le CNT. Écoutez, concernant Ouad, j'ai beaucoup d'estime pour l'homme. Il était à Benghazi, hein, j'ai beaucoup d'estime pour l'homme. Je crois que c'est le général de Gaulle qui a écrit que la vieillesse était un naufrage. Je n'en dirai pas plus. La seule chose concernant le Sénégal, c'est de dire le rendez-vous qui importe, c'est celui de l'année prochaine. Ce n'est pas les agitations actuelles. D'accord? Bien. Nous verrons à ce moment-là, lorsque l'année prochaine, à l'issue du scrutin présidentiel, qui sera la personnalité en charge des intérêts de l'État. Je ne suis pas tout à fait sûr que cela puisse être le président Ouad, parce qu'il faudrait d'abord qu'il commence par réformer la Constitution sur au moins 2 points. Donc mettons ça de côté, si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Bien, à la limite, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais convoqué les chefs d'État de l'Afrique francophone. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des chefs d'État africains de grande qualité, qui ont l'habitude, qui ont une véritable vision. Je pense ici à Denis Sassou Nguesso. Attendez, je ne pense pas aux obligés. Hein. Je ne parle pas des obligés. Qui a eu l'apport de la France aussi pour prendre le pouvoir. Je ne parle pas des obligés, parce que les obligés, si vous voulez, ils vont là où souffle le vent. Donc je ne parle pas des obligés. Je parle de ceux qui comptent. Ceux qui ont une véritable vision de ce que doit être le développement de l'Afrique. Et puis à partir de ce moment-là, j'aurais arrêté ma décision. Mais si je les avais écoutés, je suis tout à fait convaincu que si le président de la République avait écouté cela, au lieu d'écouter un philosophe qui sonnait à la porte de l'Élysée à 19h30 en disant j'ai 2 ou 3 personnes à présenter au chef de l'État, eh bien, peut-être que la France aurait été à la tête d'une alternative avec l'Union africaine, et imaginez ce que cela aurait représenté sur le plan mondial, sur le plan de l'influence de la France. Si la France, avec l'Union africaine, avait piloté une feuille de route pour mettre fin au conflit interne qui se déroulait en Libye, ça aurait eu quand même une autre allure que ce que nous faisons, parce que toute cette agitation entre vous et moi, quel va être le résultat pratique sur le plan de l'opinion publique française? Vous croyez que l'opinion publique française ne sait pas que l'on a ouvert la voie aux islamistes? Est-ce que vous croyez que l'opinion publique française est totalement imbécile, que vous pouvez la marteler avec de la propagande? Les Français, par exemple, ils savent
comment se présente le drapeau indien. Quand vous avez à la BBC 2 journalistes qui vous présentent au journal du soir une manifestation comme étant une manifestation de soutien à la rébellion qui se serait déroulée à Tripoli, et qu'il suffit de regarder ce que la BBC met à ce moment-là sur l'écran pour vous apercevoir que ce sont des Indiens et non pas des Libyens, parce qu'il y a quand même un peu une différence entre les Libyens et les Indiens, avec plein de drapeaux indiens. Ça, c'est de la propagande. Ce qui a été le moteur, d'ailleurs, ce qui a été le moteur de l'action de l'OTAN, fondée sur la propagande, alors que les États membres de la coalition, ces États dits démocratiques, ne viennent pas nous parler de la démocratie, parce que dans la démocratie, vous avez comme principe l'information, car c'est lorsque les gens sont librement informés qu'ils peuvent librement se déterminer. Eh bien là, on a traité les Occidentaux comme le régime nord-coréen kremlissien. On n'a rien à envier, ni au régime de la Corée du Nord, ni en ancienne Union soviétique, ni au Troisième Reich allemand. On est dans l'action de propagande. C'est assez fort quand même, parlant du Troisième Reich. Ah mais écoutez... Le parallèle. Mais c'est pas... Mais attendez, mais c'est ça. Mais attendez, le parallèle, parlez-moi un peu de parallèle. Le parallèle, mais c'est ça au niveau de la propagande. C'est la propagande de l'Union soviétique, c'est la propagande de la Corée du Nord. Mais c'est ça quand on vous présente des images qui sont des images pipotées. Quand on vous dit, voilà une manifestation qui s'est déroulée place verte, à Tripoli, la foule acclamant le CNT, alors que ce sont des images d'Indiens manifestant en Inde avec des drapeaux indiens, c'est pas de la propagande. Lorsque Al Jazeera présente sur ses ondes une manifestation en vous disant, voilà la manifestation, et les forces de Kadhafi tirent sur cette manifestation, quand vous déroulez le rush, quand vous entendez les coups de feu, quand vous voyez la foule transporter les blessés, et qu'il ne s'agit pas d'une manifestation contre le régime de Kadhafi à Benghazi, mais pour le régime de Kadhafi à Benghazi, les manifestants se faisant tirer dessus par les rebelles armés, tout simplement parce que vous voyez les drapeaux verts à la fin du rush que Al Jazeera a coupé. Lorsque vous avez CNN qui présente sur les ondes de CNN les images floutées d'un viol qui aurait été filmé en direct sur un téléphone portable, alors que ce sont très exactement des images venant d'un film pornographique arabe. C'est quand même extraordinaire, vous appelez ça comment, vous? De la propagande? Lorsqu'on vous dit les mercenaires, et qu'au vu de cette affirmation du CNT, dit et répétée sur Al Jazeera, qui les a diffusées dans le monde entier, que cela va conduire jusqu'à les Nations Unies, le Conseil de sécurité, dans le cadre de sa résolution 1973, a parlé des mercenaires. Et que sur le mythe des mercenaires, dénoncé par un responsable d'Amnesty International, qui est resté 3 mois en Libye, des massacres vont être commis dans des conditions abominables contre les populations subsahariennes et contre les Libyens de race noire, uniquement parce qu'ils sont noirs, et supposés être mercenaires. Lorsque vous avez encore, la semaine dernière, dans un journal et dans les journaux français, on vous dit, le journaliste vous dit, près de la résidence de Kadhafi, on trouve par terre des cadavres, dont des cadavres de mercenaires. Pour ce journaliste, les hommes de race noire tués sur place, les mains ligotées dans le dos, étaient des mercenaires. Alors qu'on oublie tout simplement qu'en Libye, vous avez 35% de la population au moins qui est de race noire. C'est de la propagande. Vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça de la propagande. C'est même pas de la désinformation. Et que le mythe continue. Et que le mythe continue. C'est quand même exceptionnel. Et vous appelez ça comment?